Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 48e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Jean. Sébastien, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sébastien, vous êtes écrivain et depuis peu nouvel auteur contre-culture. Vous venez en effet de sortir un ouvrage, un très bel ouvrage, intitulé Les Illuminés de Bavière, titre aussi mystérieux qu'évocateur. Sébastien, vous écrivez d'ailleurs dès l'introduction de votre livre: le présent ouvrage se donne pour but de brosser les origines, les principes, le fonctionnement et les objectifs de cette fraternité, sans oublier les influences réelles et supposées qu'elle eut sur les sociétés secrètes de son temps et sur celles qui lui succédèrent. Sébastien Jean, nous allons en parler tout de suite. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis aux côtés, comme chaque semaine, de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Sébastien Jean, s'il vous plaît, racontez-nous la genèse de votre livre « Pourquoi les Illuminati ?» Alors j'ai travaillé sur des textes de Gracchus Babeuf, Camille Desmoulins, en gros la Révolution, et j'en suis venu à m'intéresser à la franc-maçonnerie, et plus spécialement aux Illuminati, voilà, ce qu'on en raconte habituellement. La plupart du temps, c'est des bêtises, des fantasmes qui sont nés outre-Atlantique. Et j'ai voulu, en gros, donner au lecteur la chance de comprendre ce qu'ont réellement été les Illuminés de Bavière. Les Illuminati, les auditeurs en ont probablement entendu parler. Xavier, je sais que tu as fait une recherche sur Internet à ce sujet. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Excellente question. Et d'ailleurs, le livre de Sébastien Jean tombe à pic puisque les Illuminati sont partout. Il suffit de faire une recherche Google et vous tombez sur d'innombrables pages Internet avec des théories plus ou moins farfelues. Alors la principale qui est en vogue, c'est la théorie de cet ancien gardien de but britannique qui était devenu commentateur sportif, donc qui s'appelle David Icke, et qui explique qu'il y aurait un conseil des 13 familles Illuminati qui seraient des lézards de 2 mètres, et on retrouverait dans ces familles, par exemple, les présidents américains, la reine d'Angleterre, et des puissants. Voilà. Mais en fait, c'est par maladresse que les gens... c'est un raccourci, en fait. Les gens, quelque part, n'ont pas vraiment tort, parce que les oligarques d'aujourd'hui, les huiles, partagent les mêmes idéaux que Adam Weishaupt, celui qui a fondé les Illuminés de Bavière. C'est un raccourci, en fait. Les gens font simplement une maladresse, mais les Illuminati, des gens qui, dans l'ombre, dirigeraient le monde, non, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Oui, mais encore moins sous forme de lézard. Voilà. Encore moins. Mais cette version simplificatrice a des 13 millions d'adeptes, je crois, aux États-Unis. David Icke fait des conférences dans le monde entier. Et justement, votre livre démystifie tout ce qu'on peut lire, apporte du sérieux, apporte des faits historiques. Et ces faits historiques sont peut-être encore bien pires que ce qui est présenté de façon simpliste. Voilà, donc en fait, ce que j'apporte au lecteur, c'est les racines de l'illuminisme, parce que c'est dont il est question, comment il s'est structuré, et ses héritiers idéologiques. Et quand vous parlez d'histoire, c'est ce qui se passe juste après. Parce qu'en fait, les Illuminés de Bavière ont été interdits juste avant la Révolution française. Et on va voir qu'il y a un lien entre les deux. Au-delà de ça, il y a peut-être des héritiers idéologiques, parce que Weishaupt était l'un des premiers athées matérialistes violents qui étaient là pour comploter. Mais ça s'arrête là. Et les sociétés secrètes n'ont jamais autant été à la mode. On peut lire les livres d'Umberto Eco, Dan Brown, le Da Vinci Code, c'est des best-sellers, des millions de ventes. C'est comme les Illuminés de Bavière. À leur époque, il y avait un ras-le-bol général, une recherche. En période de crise, les gens essaient de trouver des réponses et se réfugient parfois dans des fantasmes. Alors, on va essayer de tirer tout ça au clair. Sébastien Jean, les Illuminés de Bavière, quand cet ordre a-t-il été créé et dans quel contexte ? Alors, les Illuminés de Bavière, officiellement, ont été créés en mai 1776 à Ingolstadt. C'est Adam Weishaupt, un professeur en droit canon, qui a initié 3 de ses élèves et qui a donné naissance donc à une société qui est comparable à un cercle d'intellectuels. Alors, pour préciser, Adam Weishaupt est professeur de droit donc, dans cette université d'Ingolstadt qui, c'est important de le préciser, est tenue à l'époque par les jésuites. Et c'est un spécialiste de la religion, c'est du droit canon, donc c'est pas seulement du droit civil. Il connaît très 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 bien l'Église. C'était vraiment un ennemi de l'Église, mais il ne se... C'est aussi un produit de l'Église. Oui, absolument, il le dit. Par exemple, quand il singe
la liturgie de l'Église romaine durant ses initiations, il dit bien les gens dans les églises ne sont pas fous. S'il y a un rite, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est quelqu'un qui était très proche de l'Église, mais qui s'est inspiré de la manière dont s'étaient structurés les jésuites, parce qu'ils étaient d'un bout à l'autre de la planète, ils avaient beaucoup de succès, et puis lui s'est inspiré de ça, mais en y apportant un petit peu de mal. Mais alors, la gnose, justement, il ne va pas la chercher chez les chrétiens ou chez les jésuites, mais plus dans la Kabbale, vous écrivez. Les deux, en fait. Il faut bien comprendre que l'illuminisme vient de l'occultisme. L'occultisme n'est pas né tout seul. Il y a la Kabbale juive, qui est la matrice, pour beaucoup d'auteurs, des sciences occultes. L'illuminisme a eu plusieurs formes en Espagne, un petit peu partout en Europe. Sébastien Jean, vous parlez de ce lien entre la Kabbale et l'illuminisme. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser En fait, c'est la notion d'initiation. Pour donc Calmet, dans un de ses ouvrages, nous explique comment la loi a été donnée à Moïse, comme tout le monde le sait, et aussi la manière dont doit être interprétée, comprise et donnée la lecture de cette loi. Et Moïse fait rentrer dans sa tente plusieurs personnes. Il y en a un, il les initie à ce savoir. Il faut savoir que dans les cultes à mystère de l'Antiquité, chez les occultistes du Moyen-Âge, cette notion d'initiation est centrale, parce qu'il n'est pas question de se rapprocher de Dieu en agissant bien, en obéissant à certains préceptes, mais en entrant en communication directe avec Dieu via une initiation, via un secret qui est donné par quelqu'un. C'est une manière de garder le pouvoir. Voilà. De faire partie d'une société hermétique. Et quelle est pour vous la genèse de ces sociétés hermétiques qui reposent sur le principe d'initiation ? Alors, tout d'abord, il y a donc la notion d'initiation qu'on retrouve dans le judaïsme avec cette kabbale orale. Il y a ensuite les cultes à mystère durant l'Antiquité, avec par exemple les mystères d'Éleusis qui sont un peu portés au pinacle par Weishaupt dans ses lettres. Ensuite, on a donc dans la franc-maçonnerie, parce que là on parle de l'illuminisme, il faut bien comprendre que l'illuminisme lui-même ne se fait pas d'illusion vis-à-vis de l'initiation, c'est juste du décorum, c'est juste une manière d'amener les gens à rentrer dans l'ordre. L'initiation, on n'y croit pas chez Weishaupt, mais on s'en rend compte que bien plus tard. Si je parle du judaïsme, de la notion d'initiation, d'illumination, c'est simplement parce que les illuminés de Bavière ont pris place à une certaine époque, dans un certain contexte, où les sociétés secrètes étaient dans un bouillonnement vis-à-vis de l'occultisme, vis-à-vis des symboles, vis-à-vis de l'initiation, et que tout ça donnait du grain à moudre à l'imagination. Alors, moi j'ai une question. Dans un contexte où il y a plusieurs ordres déjà existants, pourquoi Adam Weishaupt a-t-il ressenti le besoin de créer un ordre supplémentaire ? Alors, Adam Weishaupt avait une bonne connaissance de la franc-maçonnerie. Il était lui-même maçon. Il avait été initié au secret des sages de Memphis par un jutlandiste appelé Colmer. Il connaissait très très bien la franc-maçonnerie allemande de son époque et elle n'était pas assez efficiente. Il avait une haine viscérale contre les jésuites. Il voulait détruire les Rose-Croix et il avait un plan bien établi. Son but, c'était de recruter des gens dans la franc-maçonnerie de son époque, de créer une maçonnerie parallèle, complémentaire, qui entretenait des relations courtoises avec les autres maçonneries pour, en gros, amener à lui les personnes les plus influentes qui l'amènera tout doucement à souscrire à certains principes qui peuvent amener à vouloir la destruction donc, de la religion et de la monarchie. Alors, dans ce contexte d'effervescence à la fois intellectuelle, culturelle, où les philosophes rencontrent des occultistes, tout ce monde-là côtoie les princes, Adam Weishaupt arrive à attirer à lui la plus haute noblesse saxonne, la plus haute noblesse... Oui, dans les rangs des Illuminés, il y avait des ministres, il y avait des personnes qui étaient dans la cour de Weimar. Goethe. On avait des penseurs, on avait aussi des médecins, des philosophes, des gens qui étaient intéressés par la philosophie, qui se posaient beaucoup de questions. Donc des étudiants qui soupiraient après un avenir meilleur. Il y avait aussi des gens qui servaient l'ordre de manière très
très factuels, c'est-à-dire des orfèvres, des personnes qui pouvaient leur apporter des recettes, par exemple pour éviter qu'une femme tombe enceinte, par exemple, quand Weishaupt met en cloque sa belle-sœur, il faut arriver à s'en débarrasser. Quand il y a une personne qui dérange dans un certain cercle de pouvoir, il faut pouvoir la tuer sans que ça se voit. Alors, dans votre livre, vous décrivez cet Illuminati. Alors, je vais vous citer, c'est un passage assez éclairant. Le véritable Illuminati, c'est-à-dire le sectaire de l'illuminisme qui a fleuri dans la Bavière du XVIIIe siècle, est un homme à secret et à maxime, un enthousiaste que les arts, les sciences et les nouvelles pensées fascinent, un homme avide de mystère, de pouvoir et de reconnaissance, un homme de la bourgeoisie libérale, très souvent sincère dans ses visions et opinions, parfois factieux, quelquefois seulement indigné, dans tous les cas, un homme qu'un esprit aussi malin et pervers que celui d'Adam Weishaupt saura utiliser. L'illuminé par voie de conséquence l'intellectuel, le notable, le magistrat, ou encore le puissant que le dirigeant et cadre supérieur de la secte emploie pour mettre sur pied, par des voies et moyens occultes, une intelligentsia jacobine anticléricale à même de renverser la religion et le prince. Sébastien Jean, c'est ainsi que vous décrivez l'Illuminati. Voilà. En fait, les Illuminati forment deux groupes distincts. Il y a un édifice donc, qui est inférieur, qui fait partie de la maçonnerie. Voilà, c'est une loge, une espèce de... On appelle ça les loges minervales. C'est là où les gens découvrent certains livres, recopient des livres, publient des livres, échangent sur certaines nouvelles idées, distillent un certain savoir. Et il y a un édifice supérieur où on va graduellement apprendre certains mystères. Mais il faut bien comprendre que les Illuminés de Bavière sont avant tout un cercle d'intellectuels, des gens qui se retrouvent, qui pensent et qui échangent des idées. Et ils s'imaginent qu'ils vont arriver à réformer la manière dont l'homme, avec un grand H, doit se penser et être amené... En gros, c'est des gens qui s'imaginent pouvoir réformer le rapport de l'homme à lui-même et son rapport à Dieu. Est-ce que c'est par ces cercles que la noblesse va adopter les valeurs bourgeoises? Non, les valeurs bourgeoises, elles sont déjà là. Il y a une aristocratie qui est là depuis longtemps, qui est vieillissante. Il y a différentes personnes qui rentrent dans l'ordre. Il y a des personnes, et pour différentes raisons. Il y a des personnes influentes qu'on va caresser dans le sens du poil. On ne va pas vexer ou contrarier leurs croyances, que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis de la société civile, comment elle doit être menée, comment elle doit être construite. Mais il y a aussi des gens qui sont déçus de ce système-là, qui n'ont peut-être pas autant d'affluence, mais qui ont beaucoup d'énergie, de l'énergie à revendre, qui va être utilisée par Weishaupt pour pouvoir donner de l'élan à son projet. Tout ça va faire que, en structurant et en rendant sa société hermétique et en imposant une certaine façon de penser à ses adeptes, tous ces gens-là vont concourir tout doucement, en étant éduqués, en subissant non pas un lavage de cerveau. Vous savez, c'est toujours la même chose dans une société de genre. On croit penser par soi-même et découvrir une vérité ultime alors qu'on vous a amené à penser ça. C'est ça le truc. Alors, il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que vous dites deux choses différentes. C'est qu'à la fois, Adam Weishaupt avait une réinterprétation du message du Christ et que c'était ce message qu'il voulait transmettre à ceux qui allaient se rapprocher de lui, et en même temps que cet ordre avait pour but ultime la destruction de l'Église. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que Adam Weishaupt ne croyait pas en Dieu. Mais il savait que la plupart des gens avec qui il allait devoir traiter croyaient en Dieu, le respectaient, et il avait trouvé une espèce d'entre-deux où il prétendait que le message du Christ, tel qu'il avait été donné originellement, une kabbale chrétienne, un enseignement oral ultime, avait été retrouvé. Parce qu'à partir du moment où les Illuminés ont eu un certain succès dans la maçonnerie, dans les cercles intellectuels, il a bien fallu expliquer d'où ça venait. On ne peut pas dire que l'illuminisme est né il y a 5 ans dans la tête d'un professeur d'Ingolstadt. Il faut absolument que l'illuminisme soit habillé d'une aura particulière. Il faut que ça vienne du passé, d'un passé lointain, avec un héritage qui peut tout chambouler. Donc on fait croire à un prêtre qu'il fait partie d'une société qui est là pour distiller le vrai message du Christ, qui est que les hommes doivent se conduire par eux-mêmes, répondre à leurs désirs,
que c'est la responsabilité d'un seul homme qui peut apporter la paix et l'entente. Voilà, c'est l'universalisme, l'œcuménisme. Voilà. Quand toutes ces belles phrases sont mises dans la tête de ces gens qui sont à la base de bonne volonté, on peut les amener à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on leur montre le gouvernement, l'Église, etc., comme quelque chose de non naturel qui doit être mis à bas, quitte à utiliser la violence. L'Église de l'époque, même s'il y a eu parfois des dérives, etc., n'utilisait pas la violence, comme Weishaupt prévoyait de le faire. On voit dans les révolutions qui ont été menées par les républicains, ça a été extrêmement violent. C'est des gens de bonne volonté qui croient en Dieu, mais qui sont amenés, en ayant acquis, selon eux, une certaine sagesse supérieure, qui leur donnait le droit de nettoyer ou d'imposer ces principes-là par la violence. Donc, une volonté de faire le bien en utilisant le mal. Alors vous parlez de révolution justement, à la manière des trotskistes récents, les adeptes d'Adam Weishaupt prennent des pseudonymes. Oui. Weishaupt lui-même se faisait appeler Spartacus. Souvent, c'est des... En fait, c'est quand l'adepte est recruté, on remarque chez lui, il se dégage chez lui certaines particularités. Donc, quelqu'un qui va être appelé Marc Aurèle va avoir certains traits de caractère ou des inclinations qui vont rappeler justement ce personnage. Voilà. Donc, souvent, c'est des penseurs de l'Antiquité, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une chose que les gens sont plus habitués à voir ou qu'ils oublient très facilement, c'est qu'on nous vend souvent un Moyen-Âge de consommation, comme on peut voir dans Le Nom de la Rose, par exemple. Ou alors, on parle de la Renaissance, des Lumières. Mais la Renaissance, elle a été continuelle. Qui a étudié, qui a gardé le savoir de l'Antiquité des penseurs? C'est bien l'Église, c'est bien les moines, c'est bien les gens qui ont entretenu le savoir à travers les siècles. On nous vend une espèce de renaissance, mais le savoir des penseurs de l'Antiquité font partie de la chrétienté. C'est les gens comme Weishaupt qui ont créé cette séparation, qui se sont attribués, qui ont donné une lecture non seulement du message du Christ, mais aussi des penseurs de l'Antiquité, en créant des oppositions. Parce que ces gens-là ne s'élèvent pas eux-mêmes. Ils vont rabaisser ou créer des oppositions pour, par contraste, se donner une importance et avoir une certaine lecture qui leur donne un droit d'agir. Alors sur l'influence de Weishaupt, donc vous avez dit que le pseudonyme était Spartacus. Aujourd'hui encore, au Grand Orient de France, une loge porte son nom, donc Spartacus, et c'est une loge qui regroupe énormément de journalistes de la place de Paris. Un hommage peut-être ? On sait que les Illuminés de Bavière aimaient bien publier des pasquilles. C'était une bonne manière de faire la propagande et en plus ça rapportait de l'argent. Sur cet Adam Weishaupt, qui est-il comme homme, comme personnage? Ah, schizophrène. C'est-à-dire, dans ses lettres, il peut être... Alors, il va être caressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai fait le bouquin, je me suis beaucoup penché, enfin, je me suis surtout penché dès le début sur les écrits originaux. Je voulais pas être trop influencé par les différents auteurs qui ont écrit sur le sujet. Je voulais d'abord me faire mon avis sur les écrits originaux. Et on se rend compte en les lisant, parce que ces gens-là échangeaient par lettres, hein, c'était pas du téléphone, c'était pas... bon, il y avait quelques assemblées, mais c'était surtout des lettres qu'on s'échangeait. Et Weishaupt, dans ses lettres, est très maladroit. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de subjuguer l'autre et qui va le culpabiliser, qui va être vraiment des fois schizophrène, quoi. C'est impressionnant. Bon, je l'explique dans le bouquin, il y a des passages qui le démontrent très bien, mais c'est quelqu'un qui avait une très haute opinion de lui-même et qui pouvait changer d'avis à n'importe quel moment. D'ailleurs, on voit qu'à la fin de sa vie, il a été protégé par un duc, il s'est réfugié. D'ailleurs, on voit que son courage l'a amené surtout à fuir à la fin. Et on voit qu'il a carrément était capable à la fin de sa vie, malgré ses envies de tuer la monarchie, de venir mendier une pension et puis une bourse pour les études de ses enfants, aux personnes même qui voulaient renverser. Et la monarchie qui voulait renverser était tellement méchante qu'on lui a alloué. Alors vous nous écrivez une sorte de gourou et en même temps vous avez dit qu'il y avait une profusion d'ordres dans l'Europe, dans l'effervescence européenne de cette époque. Quels étaient les ordres les plus influents en France et l'équivalent, disons, français des Illuminés de Bavière? Alors, il y a cette... Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les ordres qui ont communiqué avec les Illuminés de Bavière. Il y a eu des correspondances, il y a eu des invitations, des stages. Mirabeau, en particulier, a fait des stages chez les Illuminés de Bavière. On sait que les statuts des Illuminés ont été posés sur la table. Club des Jacobins, il y a des choses qui sont incontestables.
Par contre, c'est apprendre avec apprendre avec des pincettes, parce que on prend par exemple les Philalèthes, qui ont quand même un héritage très occultiste, mais qui avaient un peu les mêmes velléités, parce que c'est les mêmes cercles d'intellectuels et ils ont un peu la même analyse au niveau du pouvoir et comment s'en débarrasser. Mais ils n'ont pas été aussi loin dans la formulation et dans la volonté de nuire. Weishaupt avait cette capacité à utiliser des forces vives qui seraient a priori contraires à ses idées, à les amener vers un athéisme pur, un athéisme et un matérialisme pur. Et ça, à cette époque-là, c'était très dur. Mais lui avait une telle force de persuasion et il avait réussi à synthétiser, à travestir le discours de l'Église, le message du Christ, qu'il a réussi à subvertir tout ça et vraiment retourner des gens pour les amener à agir comme lui le voulait. C'est ça qui est intéressant. Vous dites dans votre livre, je vous cite, Spartacus qualifie volontiers ses enseignements de prétendues vérités secrètes. Il savait... il se faisait aucune idée là-dessus. Quand on lit Mein Kampf, on voit que Hitler n'utilise pas de double langage, qu'il parle de manière très très franche de la façon de mener les choses. Mais dans le cercle de son aéropage, c'est le Conseil suprême de l'ordre. Là, il n'y a pas de double langage. On sait pourquoi on est là. On veut détruire et tous les moyens sont bons. Et c'est qu'avec les classes inférieures, surtout celles de l'édifice inférieur, les novices, les néophytes, les minervaux, etc., tous ces gens-là, on les roule dans la farine. On les et à utilise. plus forte raison, les non-initiés. Et l'occultisme n'est qu'un habillage. Comment ? L'occultisme n'est qu'un habillage. Oui, bien sûr. Oui. Alors pourquoi, j'ai une question un peu... Avec des rites égyptiens. Oui, des initiations où le décorum fait tout. Oui. Voilà, alors moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi ces gens qui ont du pouvoir, qui cherchent à avoir une emprise sur les sociétés, pourquoi ont-ils besoin de tout ce décorum ? Pourquoi ? Parce que ça leur donne... Vous savez, quand vous faites partie d'une société, vous faites partie de quelque chose dont les gens ne sont pas. Prenez dans les universités, par exemple, ceux qui jouent au jeu de rôle killer. Ça donne, entre guillemets... une raison de vivre, ça se superpose à votre propre vie, ça vous donne de l'importance, vous avez une reconnaissance. Quand vous êtes un médecin, que vous y arrivez mal, que vous croyez que votre manque d'argent, de reconnaissance et d'autorité n'est pas votre faute, mais celle de l'État ou du destin, quelqu'un comme Adam Weishaupt qui s'intéresse à vous, ben ça flatte l'esprit. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous a même observé pendant des semaines, et qui vous propose de rentrer dans une société pluriséculaire qui a compris le message du Christ et qui vous propose de partager vos livres mais vous en faire découvrir d'autres, tout de suite, instinctivement, on s'intéresse à vous. Forcément, c'est intéressant. Quels sont les rites particuliers à cet ordre des Illuminés de Bavière ? Alors, de particulier... il y a surtout les différentes initiations. Bon, il y a surtout l'initiation du novice qui se fait la nuit ou dans une maison reculée avec une antichambre où on se met aux écoutes, etc. Donc il y a toute une ambiance. Mais c'est surtout des échanges de documents. On va donner des gages. Pour faire partie de ces sociétés, parce que c'est quand même intriguant et ça va nous donner du pouvoir, il faut qu'on donne quelque chose. Bon, il y a certes ces rites qui sont pour certains, notamment pour le grade de prêtre illuminé, on voit que là, c'est des intellectuels, souvent des hommes d'église, qui rentrent dans l'édifice supérieur. Ils vont être amenés à enfin comprendre que c'est pas si net que ça, cette histoire. Et il y a des rites qui s'approchent un petit peu de la liturgie de l'église romaine. On voit par exemple... cette personne qui va devenir prêtre illuminé, on lui demande de choisir entre un sac rempli d'or et toute une je ne sais plus très bien ce que c'est, mais c'est un amassement de richesses qui sont sur une table, et on voit à ses pieds un coussin rouge avec une robe blanche, une ceinture en cuir, tout simple, je ne sais plus trop, avec une étole. Voilà. On va lui demander de choisir entre ces deux choses-là. Instinctivement, la personne va choisir ce qui représente la soumission, l'abnégation et la pureté. Vous voyez ? Donc là, c'est des rituels, c'est des choses qui sont très symboliques, même ça se rapproche de la tentation du Christ par le diable sur la montagne. C'est des choses qui sont connues de tout le monde et qui en gros servent d'émulateurs. Mais
la chose la plus importante dans l'initiation, c'est pas l'initiation en elle-même, c'est ce que le candidat doit donner. Il doit remplir des tableaux où il doit parler de sa famille, de ses habitudes, il doit parler des personnes qu'il a été amené, lui, à espionner pour le compte de l'ordre. Et il y a des gens qui le surveillent, alors que lui-même surveille pour voir s'il dit bien la vérité, pour vérifier sa probité, pour voir si on peut lui confier certains secrets, pour qu'il puisse agir dans les intérêts de l'ordre sans que l'ordre soit trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, là pour l'instant on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment central. C'est donnez-nous les moyens de vous faire taire et on vous donnera le moyen d'agir. Et vis-à-vis de l'intérieur de l'ordre et de l'extérieur, l'information et l'échange d'informations sont des choses essentielles. Ah oui, c'est essentiel. Et il y a tout un réseau de personnes, des orfèvres, des gens qui fabriquent des seaux, des boîtes mécaniques, des choses qui permettent de garder des secrets, de se passer des informations. Et ça, ma foi, quand vous êtes chez vous, vous êtes médecin, vous vous occupez de gens malades et vous vous embêtez un petit peu, ça met un peu de piment. Et vu le niveau des gens qui composent l'ordre, est-ce que vous diriez qu'il s'est agi d'une stratégie d'infiltration de certaines cours ? Ah oui, tout à fait. Oui, il y a eu beaucoup de. On a juste à prendre la liste des illuminés. Je l'ai mis à la fin, là, les principaux, parce qu'il y en a eu beaucoup. On ne sait pas très bien combien, mais ça se comptait en milliers. Il y en avait dans toute l'Europe. Mais en tout cas, dans les cours, on voit que ça s'est très bien passé. Pour les têtes pensantes de l'ordre, finalement, ils ont pu fuir, ils ont pu être protégés par des gens très influents. Et ma foi, en regard de ce qu'ils avaient préparé et de ce que ça a entraîné, on est en droit de se demander, oui, est-ce que les cours d'Europe étaient aussi propres que ce qu'on pensait? Parce qu'on le voit dans la liste, on a affaire à des gens qui sont majors en France, des gens qui sont ministres. C'est des gens qui sont très influents, qui ont beaucoup de pouvoir et qui prennent des risques, mais qui se protègent les uns les autres. Quelle est la signification de ce terme illuminé? Alors, il y a une locution latine. En fait, à la base, Adam Weishaupt voulait appeler son ordre l'ordre des perfectibilistes. Et en fait, il a utilisé le nom d'illuminé. Il y a un nom en latin, mais ça vient de là. C'est dans mes notes. Alors, perfectibilis, c'est le perfectionnement. Oui. Donc ça revient à la Guémara dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la Kabbale juive. Oui, on en revient encore à l'illumination, c'est-à-dire l'idée de perfectionnement, l'initiation. On revient dans la gnose chrétienne et juive, où on voit que le rapport à Dieu, le rapport au salut, le salut est gagné par un savoir secret qui est transmis par une initiation et non pas par les œuvres. L'illumination, elle est là, c'est-à-dire on va percer les desseins de Dieu avec des symboles, avec un savoir, avec une connaissance. Et c'est l'illumination qu'on nous apporte. Quelqu'un va nous l'apporter, cette illumination. Elle va se vivre. Il va y avoir un rapport direct avec Dieu par un savoir. Et l'illumination, elle est là. Elle est vécue dans différentes religions à travers le monde. Les illuminés, d'ailleurs, de Bavière ne sont pas les premiers. Il y a eu en Espagne les illuminés d'Avignon, qui étaient avant tout des occultistes. Donc la notion d'initiation, d'illumination, elle vient surtout de cette vision du monde qu'il a réduit à une série de symboles. On retrouve ça dans le judaïsme et la lecture, par exemple, les banquiers à notre époque, la lecture des chiffres, la réduction du monde à une dualité, à cette question déculpabilisante qui dit d'où vient le mal. Ça forme un tout. Et l'illumination, elle est là pour nous donner raison et nous déculpabiliser. Qu'est-ce qui distingue cet ordre des illuminés des autres ordres existants? Les illuminés Bavière sont distingués des autres formations de leur époque parce qu'ils avaient un plan bien établi. Ils commençaient à s'étendre de manière très dangereuse. C'est ce qui a alerté les autorités parce que les sociétés secrètes et une certaine maçonnerie étaient tolérées par le pouvoir. Le pouvoir savait que c'était là. Mais les illuminés de Bavière devenaient dangereux pour l'État. Ils commençaient à se structurer, ils commençaient à faire de l'entrisme, noyauter toute une maçonnerie, et ils devenaient dangereux pour le gouvernement parce que le discours in fine de cette secte, leur but, c'était tout simplement la destruction de la monarchie et de l'Église. C'est ce qu'on a arrivé à la Révolution française. Voilà, justement. Quelle est leur influence sur les cours des événements pendant la Révolution française? Alors, le cours des événements pendant la Révolution française, il n'y en a pas eu. En fait, la Révolution française s'est faite par des
des Français, mais les Français qui ont été le moteur, qui ont été les initiateurs de la Révolution, ont été inspirés. Certains d'entre eux ont fait des stages. Vous avez évoqué Mirabeau. Il y a eu... il y a Mirabeau. Certains disent malgré tout que les Anglais sont à l'initiative de la Révolution française. Ce qu'il y a, c'est que la franc-maçonnerie... alors, on le voit avec l'influence de la franc-maçonnerie en Angleterre avec le retour de Charles II ou avec avec ce qui s'est passé avant la Révolution. On voit qu'il y a une influence et on voit qu'il y a une maçonnerie qui est agissante. Mais je suis partagé sur la question parce que la franc-maçonnerie anglaise est un peu plus, entre guillemets, éthique que la maçonnerie française à l'époque. Et donc vous disiez Mirabeau. Alors oui, il y a certains Français qui ont échangé avec les Illuminés. Il faut bien comprendre que la Révolution et les Illuminés de Bavière avaient certes la destruction de la royauté et de l'Église, mais il y avait aussi des choses qui étaient très similaires, comme la destruction de la notion de propriété. On la retrouve dans les deux. Et on voit que des documents ont été échangés, qu'il y a eu une vague de contestation qui est partie de différents points en Europe, mais qui se sont figés en Allemagne, et que ce qui a échoué en Allemagne a pu se développer en France, mais c'est contextuel, quoi. Alors vous citez même Henri Coston dans votre ouvrage, qui fait partie d'une de vos nombreuses sources, qui explique justement que les Illuminés de Bavière vont être la matrice, en quelque sorte, du communisme au XXe siècle. Alors, Henri Coston considère que le marxisme est une résurgence, une pure résurgence de l'illuminisme. Moi, mon analyse, c'est qu'on a fait le tour des notions qui étaient défendues par Adam Weishaupt, au-delà du double langage et de ce que certains avancent sur les Illuminati. L'athéisme matérialiste de Weishaupt, on le voit dans le communisme, avec un État centralisateur, purement matérialiste. On le voit avec le libéralisme économique, le capitalisme financier, où tout se résume à des chiffres, on utilise la matière. Au nom de la raison ? Au nom de la raison, on fait une différence entre Dieu et le monde lui-même. Ces notions-là font... Le libéralisme, le cosmopolitisme que vous évoquez aussi. Oui, voilà. Toutes ces notions-là, en fait, ont été dans le discours d'Adam Weishaupt. Et donc, sur la Révolution française, vous disiez que les révolutionnaires français étaient donc eux-mêmes francs-maçons pour la plupart, on le sait, mais inspirés également par les Illuminés de Bavière, clairement. Alors voilà, en fait, la Révolution française, s'il y a un lien, c'est qu'il y a la raison. Vous savez, pendant la Révolution française, il y a la raison déifiée. Les autels chrétiens ont été utilisés pour rendre grâce à l'être suprême. Cette déification de la raison a été promue par l'illuminisme de Weishaupt. Oui, et sur le sujet, vous citez Nesta Webster, et qui parle dans son ouvrage La Révolution mondiale du congrès de Wilhelmsbad, qui concrétise l'alliance entre l'illuminisme et la franc-maçonnerie. Alors je cite, « Cette assemblée, dont l'importance sur l'histoire du monde n'a à ce jour pas encore été appréciée à sa juste valeur, s'est réunie la première fois le 16 juillet 1782 et rassembla les représentants de toutes les sociétés secrètes, les martinistes comme les francs-maçons et les illuminés, qui comptaient au total 3 millions de membres dans le monde. Seuls de ces divers ordres, les Illuminés de Bavière avaient un plan de campagne nettement formulé, et c'est donc eux qui, dès lors, menèrent le jeu. » Et alors, dans votre livre, vous détaillez bien comment Mirabeau a été initié chez les Illuminés de Bavière en 1786, avant son retour à Paris et son rôle de premier ordre dans la Révolution française. Mirabeau a quand même publié une histoire secrète de la cour de Berlin. Et on sait qu'il était en étroite... voilà, il entretenait une correspondance avec des illuminés et il est allé chez eux. Il a fait des stages. Donc, vous évoquez aussi le cas on dit pas, je suis pas en train de dire que les illuminés ont provoqué forcément la Révolution française, mais les Français qui sont allés chez les illuminés sont forcément inspirés. Ou ça faisait partie en fait c'est un élan général, hein. C'était un bouillonnement. Alors Mirabeau n'est qu'un seul cas, et vous en citez d'autres, alors je vais vous citer. L'exemple de Mirabeau est frappant, symbolique, mais les Illuminés de Bavière comptèrent aussi dans leur rang d'autres figures intéressantes. L'officier de bar, surnommé Archelaüs, ci-devant major en France,
ou encore le prince Karl de Hesse, mécène de la conjuration des égaux menée en 1796 contre le Directoire par Gracchus Babeuf, souvent considéré comme le premier théoricien communiste, et l'exilé italien Buonarroti. Des historiens américains confirment l'influence de Weishaupt sur le marquis de Chefbédien de la Loge des Amis Réunis et le duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient de France et futur régicide de Philippe Égalité. Dans tous les cas, Adam Weishaupt avait des correspondants en la ville de Strasbourg, et il semble que Prunelle de Lierre, 5e maire de Grenoble après la Révolution, fut un illuminé chargé du rôle des frères insinuants. Alors, tout ça est très détaillé évidemment dans votre livre, mais on voit qu'il s'agit de techniques d'infiltration, d'agents, de réseaux de financement. On voit un rôle, leur ombre plane sur la Révolution française. Et on voit aussi que même quand les Illuminés ont été interdits et que l'ordre a été officiellement dissous, c'est-à-dire le 22 juin 1784, 5 ans avant la Révolution, on a un illuminé qui s'appelle Bod, qui va aller en France et qui va rendre des visites à les Amis Réunis ou les Philalettes. Et il va leur expliquer qu'il faut arrêter avec l'occultisme, il faut utiliser son énergie pour des choses plus réalisables. Durant combien de temps cet ordre a-t-il perduré ? Officiellement 8 ans, c'est-à-dire 1776, sa fondation le 1er mai 1776 et son interdiction le 22 juin 1784. Et ensuite, que s'est-il passé ? Ensuite, il y a eu des gens qui ont essayé de donner une suite à l'illuminisme, comme Bod, celui qui allait en France. Mais ça s'est délité sans la tête pensante. C'était terminé. Qu'est-il arrivé ? Weishaupt est parti. Ouais. Il est parti chez un de ses, le duc de Saxe-Gotha. Il est parti dans la région d'à côté, où il n'avait pas à craindre les autorités bavaroises. Et puis, il a fini sa vie joyeusement sénile à écrire des essais. Il a essayé de justifier son illuminisme en lissant un petit peu son propos, parce que quand on compare ses essais tardifs et puis ce qu'il disait dans ses lettres, il essaye d'arrondir les angles. Mais cette personne, en gros, a fui et est mort, pas trop inquiété. Mais les réseaux qu'il avait mis en place ont perduré. Oui. Et l'idée a prospère encore aujourd'hui. Bien sûr. Quelle est la postérité de cet ordre aujourd'hui, en 2016 ? Bien, si on résume la chose sur la notion d'universalisme, de culte de la raison, de matérialisme et d'athéisme, on l'a vu avec le communisme, le capitalisme financier, en gros, l'éviction de l'Église et de la monarchie. Alors, il y a autre chose dont vous parlez dans votre livre qui est passionnante, c'est ce projet de reconstruction du troisième temple de Salomon. Alors, est-ce que vous pouvez... c'est pas spécifique aux Illuminés, c'est le but avoué de la maçonnerie, c'est la reconstruction du temple de Salomon. Avec la personnalité d'Hiram, donc son architecte. La maçonnerie remonte pour certains écrivains et historiens à Salomon, qui est le fils de David, donc sage et prophète, auteur des Proverbes. C'est lui dont il est question lorsque l'on nomme le temple de Jérusalem le temple de Salomon. Donc il fait reconstruire durant son règne avec l'aide de l'architecte Hiram, donc très souvent représenté sous les traits d'un tailleur de pierre, qui est dans la symbolique des francs-maçons, la première maison de Dieu, qui doit accueillir l'arche d'alliance. On sait que l'armée de Babylone a détruit ce temple qui a été reconstruit selon l'Ancien Testament avec l'aide d'Esdras, le scribe par excellence. Les travaux reprirent autour des Juifs de Babylone vers 536 avant Jésus-Christ. Le temple a été détruit donc 70 ans après la venue du Christ. Donc, les travaux reprirent au retour des Juifs de Babylone vers 536 avant Jésus-Christ et le temple fut terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. Donc ce second temple fut détruit par l'empereur romain Titus en 70, répondant là à la prédiction du Christ. Ce que vous regardez en ce moment, viendront des jours, il n'en restera pas une pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée. Sébastien Jean, Les Illuminés de Bavière, démythification de la figure de l'Illuminati, disponible chez Contre-Culture. Alors c'est un très bel ouvrage avec une belle couverture de Marie qui représente une chouette. Pourquoi ? Que c'est le principal symbole qu'on trouve sur le sceau des Illuminés. Vers la fin de l'ouvrage, il y a donc une description de l'ordre, en fait, les différents grades.
à la fin de l'ouvrage, et on voit le sceau, page 141, on voit la hiérarchie des grades de l'ordre des illuminés de Bavière, avec en fond le sceau avec la chouette. 144 pages, 13 €, disponible sur contreculture.com. Sébastien Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la commenter sur le site d'égalité et réconciliation et bien sûr, n'hésitez pas à la partager si celle-ci vous a plu. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album Iter Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter le titre Météorite. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.